Encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde consacrée au sujet transformer et réhabiliter le présent pour construire un futur durable. Pendant 1 heure, nous serons en présence de Benoît Apparu, le président d'Emerige. Également avec nous Nicolas Delon, fondateur associé de l'agence d'architecture Encore Heureux, et Morgane Moinet, directeur et associé du bureau d'études Romix. En préambule, je vais céder la parole à Monsieur Benoît Apparu, notamment sur la transformation des bureaux en logements, spécialité de Emerige, et un engagement que vous avez pris depuis maintenant plusieurs années. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment bizarre de parler dans un micro sans avoir de bruit particulier quand on parle dans le micro. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. J'ai des regards. La zapette, elle est là. Donc, quelques mots peut-être pour vous présenter rapidement ce que nous faisons chez Emerige en matière de transformation, puisque c'est évidemment le sujet de cette table ronde. Peut-être un premier élément, Emerige a changé de nom. Avant, nous nous appelions Transimmeubles. Ça signifie bien ce qu'était l'origine de cette entreprise, à savoir transformer des actifs, des immeubles existants pour en faire autre chose, soit un actif de bureau, soit un actif de logement. Et on va essayer de vous démontrer par quelques opérations que nous sommes devenus, entre guillemets, l'un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste en Ile-de-France, de cette question-là. Là, on vous a mis évidemment une première photo sur une opération qui est Beau Passage dans le 7e arrondissement de Paris, qui est l'archétype de ce type de transformation. Mais je ne vais pas vous la présenter en détail. Je vais évidemment revenir de façon plus générale sur les raisons d'être de ces transformations d'immeubles. Premier élément, nous avons la nécessité, nous le savons tous, d'assurer une évolution démographique. Il se trouve que la France, et notamment l'Île-de-France, continue à bénéficier d'un solde naturel positif et d'une immigration positive. Donc nous avons besoin de construire des mètres carrés. Pour autant, il faut construire ces mètres carrés en assumant, évidemment, et en étant partie prenante sur le changement climatique, avec des ressources qui se raréfient, on va y revenir, et revoir l'ensemble de nos modèles de fabrication. Pour ce qui nous concerne, là encore quelques chiffres. À ce jour, Emerige est d'ores et déjà 100% ZAN. Nous ne travaillons quasi exclusivement que sur des fonciers existants, sur des fonciers de seconde main, comme on le dit de temps en temps. Et au cours des dernières années, nous avons transformé 230 000 m² de bureaux en logements. Et notre objectif, c'est d'ici 2030 d'avoir 25% de notre production qui soit en transformation d'actifs. Quelques exemples de ce que nous avons fait, la Poste Wagram dans le 17e arrondissement, le quartier des Arts à Puteaux, la rue Pascal dans le 5e, Beau Passage, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, dans le 7e, et puis dans les projets qui sont en cours, nous avons Ordonnaire dans le 18e et Picpus dans le 12e. On voit d'ailleurs une volumétrie d'opérations parisiennes assez prononcée dans ces slides. Celle que je vais vous présenter dans quelques instants plus en détail est tout aussi parisienne. Peut-être un focus un peu plus global sur l'ensemble de nos actions en matière environnementale. Nous avons évidemment Action Carbone. Notre objectif est d'aboutir à une RE 2020-10 à horizon 2031, avec un premier effort considérable qui sera fait dès cette année, puisque notre objectif, on va le tenir à 77% dès 2023. Donc on va être très en avance, pour une raison très simple. Dès 2023, nous ne déposons plus aucun PC gaz. Et donc sur le volet énergétique de la partie, sur la partie énergétique de la RE 2020, nous serons d'ores et déjà à l'aboutissement de ce que nous souhaitons faire dès 2023 en arrêtant tous les PC gaz. Et on passe évidemment principalement en pompe à chaleur ou en réseau de chaleur. Ensuite, la deuxième phase sera principalement sur les matériaux pour pouvoir aboutir à l'objectif que nous nous sommes fixés. On a aussi une action très forte sur la biodiversité. On avait d'ailleurs commencé par la biodiversité et nous avons dans 100% de nos opérations un écologue. Et dans 100% de nos opérations, notre objectif, là il n'est pas encore réalisé, c'est d'avoir des surfaces perméables sur l'ensemble des allées de nos programmes. Et puis, action réemploi, là encore c'est la troisième pierre, entre guillemets, de notre action.
Nous avons engagé 3 programmes à titre expérimental sur le réemploi. On va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir sur cette question-là. Peut-être là encore, si on essaie de prendre un peu de recul, un peu de focus sur ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent, notre conviction chez Emerige, c'est qu'on va passer quelque part du 100% neuf au 100% occasion. Je m'explique. La tradition d'un promoteur, c'est je prends un terrain neuf sur lequel je construis un immeuble neuf avec des matériaux neufs. Demain, notre objectif, c'est de passer de 100% neuf à 100% occasion. C'est-à-dire de travailler sur un foncier d'occasion qui a déjà eu une vie, avec, si possible, la conservation de l'immeuble. Donc je conserve un immeuble, un actif existant d'occasion, que je transforme bien évidemment, et le tout avec des matériaux qui ne seront plus des matériaux neufs, mais des matériaux de réemploi. Et donc quelque part, on va avoir une évolution de profession qui va nous conduire du tout neuf vers le tout occasion. Et là, on aura effectivement accompli l'ensemble du chemin sur le plan environnemental pour lutter évidemment efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'ambition qu'on se fixe chez Emerige, et c'est probablement ce que toute la profession devra suivre dans les années qui viennent. Alors, je rentre maintenant dans un certain nombre d'opérations. Je vais vous laisser parler. Donc effectivement, un Allez-y, focus alors. sur le projet Morlan Mixité Capitale, donc dans le 4e arrondissement de Paris, en plein cœur de Paris. Donc c'est la réhabilitation de 44 000 m², pour en faire des bureaux, des logements, des commerces, un hôtel 5 étoiles, enfin énormément de projets, des terrasses végétalisées également. Donc je vais vous laisser vraiment décrire ce projet qui réunit plusieurs strates et plusieurs éléments. Alors, effectivement, on vous a montré tout à l'heure quelques photos d'un certain nombre d'opérations et on voulait insister sur 3 d'entre elles qu'on va vous présenter dans quelques instants. La première, c'est Morlan Mixité Capitale, dans le 4e arrondissement de Paris. Ça vient d'être évoqué à l'instant, 44 000 m² en plein cœur de Paris. Des architectes, David Chipperfield et Calque. Et puis, un programme qui a été lauréat de beaucoup de prix, et notamment le Mimpi Award, le prix spécial du jury, voilà, c'est comme à Cannes, le prix spécial du jury sur cette opération. Pourquoi? Parce que cette opération, c'est probablement l'archétype des opérations urbaines que l'on devra faire dans les années qui viennent. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on est évidemment sur une opération de réhabilitation. L'IGH que vous voyez là, il existait. C'était la préfecture de Paris, puis la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Donc c'est évidemment un immeuble existant qu'on restructure. Et on a un modèle économique parce qu'on arrive à récupérer, en plus de la restructuration, des constructions neuves sur les côtés qui nous permettent évidemment d'avoir un modèle économique qui tient. Donc première vertu de ce projet, et qui est évidemment dans le cadre de cette conférence, une réhabilitation complète de cet immeuble. La deuxième vertu de ce projet, c'est qu'il est en mixité d'usage totale. Nous avons 11 programmes différents sur ce projet. Ça va de la piscine à l'architecture urbaine. Ça fait, c'est du logement. Enfin, vous avez l'ensemble des... j'ai des signes quand il faut que j'appuie sur le bouton. Nous avons 11 usages sur le même site. Donc vous en avez le résumé là. Logement, bureau, commerce, auberge de jeunesse, crèche, piscine, marché alimentaire, agriculture urbaine, galerie d'art, hôtel 5 étoiles. Bref, nous avons une multitude de programmation sur ce projet-là. Donc le deuxième élément de ce projet, c'est vraiment sa mixité des usages. Mais c'est aussi sa mixité, non pas des usages simplement, mais la mixité des opérations qu'on est capable dedans, puisque vous avez les 4 types de logements, de l'accès sur la propriété, du logement intermédiaire et les 3 types de logements locatifs sociaux. Donc on a une diversité, là encore, de programmation en termes de mixité qui est intéressante. Et pareil, on a une auberge de jeunesse, 27 € ou 29 €, je ne sais plus, la nuit. Et puis un hôtel 5 étoiles. Donc on a là encore une mixité très forte de ce quartier-là, aussi bien dans ses usages que dans sa capacité à accueillir différents types de populations. Et donc ce sont ces 3 éléments-là qu'on a souhaité mettre en valeur comme étant probablement l'archétype de ce qu'il faudra faire demain. Alors ensuite, vous avez un chantier en réhab qui est absolument hors norme, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'en plein cœur de Paris, parce que c'est 11 fonctions différentes, parce que c'est du neuf, c'est de la réhab, pardon,
et du neuf, c'est de la réhab sur de la grande hauteur. Enfin, donc vous imaginez évidemment une complexité programmatique et de chantier absolument hors norme, avec 2 archis, 8 ouvrages, 5 chantiers, 10 entités structurelles, et des usages qui sont évidemment très différenciés les uns des autres. Sur le plan des performances maintenant de cet ouvrage, nous avons des gaz à émissions à effet de serre réduits de 70% par rapport à des bureaux neufs, une boucle énergétique qui nous permet d'économiser 60 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans, et un site qui est plus performant de 20% que la réglementation thermique en vigueur. Quand je dis en vigueur, on n'est pas en RE 2020, hein, on est en RT 2012, puisqu'évidemment c'est un projet qu'on vient de livrer et qui donc était sur les réglementations précédentes. Et puis vous avez l'agriculture urbaine qu'on a évoquée, et puis toutes les certifications qui nous permettent d'avoir effectivement un immeuble de très grande qualité sur le plan environnemental. Je m'arrête là et je passe la parole et la zapette en même temps. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est bon? On continue du coup avec cette présentation. Et là, l'idée, c'était de vous parler de la maison du projet, de ce même projet qui était donc Morlan Mixité Capital. Et ça nous amène à 2014. 2014, c'est un moment où sont lancés en novembre 2014, Réinventer Paris 1 est lancé. Donc c'est un peu à l'initiative aussi du pavillon Arsenal, de la ville de Paris, que tout d'un coup il y a une ambition de repenser la façon dont les projets sont portés, la mixité d'usage dont vous avez parlé, mais aussi le fait d'associer des compétences élargies et de perturber un peu le monde de l'immobilier qui ronronnait, on va dire, depuis peut-être une décennie ou deux. Donc ça, c'est intéressant de se replonger à ce moment-là. Et nous, en 2014, en tant qu'architecte, donc moi je suis un des cofondateurs d'Encore Heureux, on fait une exposition au pavillon Arsenal qui s'appelle Matière Grise, qui est une exposition sur le réemploi des matériaux. Et aujourd'hui, c'est un mot, on le connaît, vous le connaissez, vous le pratiquez, mais il faut se dire qu'il y a 9 ans, on nous regardait vraiment avec des yeux, mais comment on va construire avec des déchets, il n'y a aucun sens, qu'est-ce que vous nous racontez? Donc on va voir Alexandre Labasse, qu'on ne connaissait pas, on lui propose ce sujet, et puis petit à petit, il se passionne par ce sujet-là. Il se rend compte qu'en fait, depuis tout temps, l'architecture a été faite avec du réemploi de matériaux. C'est uniquement pendant la période industrielle, on a la Tour Eiffel derrière nous, c'est à partir de 1850 qu'on se dit qu'on va comme ça pouvoir prélever des matériaux neufs et on va mettre en place tout un système, toute une économie très performante. Sauf que, vous l'avez dit, il faut vraiment continuer à le partager. On arrive à un moment où ces matériaux sont épuisés et en parallèle, on produit une quantité de déchets incroyable. Les déchets du BTP, c'est 75% des déchets d'Île-de-France. Ensuite, vous avez 12% de déchets industriels et puis 13% de déchets ménagers. Donc quand on vous demande de trier le couvercle jaune, le couvercle bleu, etc., c'est très bien, mais il faut se dire que les grands volumes, les grandes masses sont dans nos métiers. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a voulu s'engager dans ce défi-là. À ce moment-là, on rencontre Emerige, on rencontre Laurent Dumas, les équipes de Mixité Capital. On est dans l'équipe du concours et on propose de faire un démonstrateur de comment on peut, à une petite échelle, montrer du réemploi. Et donc pour ça, on va faire la maison du projet, donc qui est l'endroit où on va parler du projet, qui est un petit bâtiment éphémère qui a été construit, qui a été déconstruit. Bien sûr, on a réemployé les éléments une deuxième fois. Et pour cela, on fait également un diagnostic des ressources, c'est-à-dire qu'on va visiter les milliers de mètres carrés, on va quantifier et qualifier tous les gisements nécessaires et on va se dire avec quoi on pourrait travailler. Et parmi les différents éléments, il se trouve qu'il y a plus de 7000 fenêtres qui avaient été changées il y a une dizaine d'années. Et donc on va mettre au point, je ne peux pas faire de pointeur, mais un principe de mur rideau avec les fenêtres. Donc les fenêtres de ce petit bâtiment au premier plan sont les fenêtres qui étaient précédemment dans le grand bâtiment derrière. Alors vous allez dire, oui, vous en avez utilisé 70 sur 7000, c'est pas énorme dans le taux de conversion, et on l'assume totalement, mais on pense que pour engager cette transition-là, on a besoin de démonstrateurs. Et donc ça avait été la promesse faite à l'époque par Laurent Dumas, et en tout cas, ce qui a été pour nous très important, c'est de tenir bon, et d'accepter que ça allait être plus coûteux que de poser un Algeco, que c'est un endroit où on allait prototyper des nouvelles façons de faire, et que ce projet-là, symboliquement, permettait d'aller peut-être plus loin. On a failli réussir à déposer ces fenêtres-là pour les poser dans un autre projet que nous avions avec vous, dans le 19e, dont on vous parlera juste après. Ça aurait été une boucle assez incroyable, mais là, on n'a pas réussi. Mais on pense que ça sera bientôt le futur de mettre en relation des opérations où tout d'un coup, on va déconstruire une partie pour construire une autre partie. C'est une révolution très importante. C'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire. Il y a Caroline, il y a Skander, des gens de chez Emerige qui sont là aujourd'hui et qui nous accompagnent au quotidien. Et ça remet en cause
cause beaucoup de fonctionnement. Donc on ne dit absolument pas que c'est facile, que c'est moins cher, mais on dit deux choses, c'est qu'on n'a pas le choix, et que deux, on va assister à un effet ciseau où l'augmentation des prix des matières premières et du prix de l'énergie va faire que les matériaux de seconde main, d'occasion dont vous parliez, vont devenir équilibré et voire plus compétitif. On l'a même vu pendant la crise Covid où tout d'un coup, pendant des très courts mois, avec une envolée des prix hallucinants, on avait du réemploi qui tout d'un coup devenait compétitif. Donc c'est tout ça qui nous semble très important. On en a fait un démonstrateur à petite échelle, mais c'est aussi par ces petits pas que l'on va y arriver. Si on veut changer de modèle, il y a deux effets. Il y a un effet de seuil, un effet de masse et un effet de symbolique. Il y en a trois plutôt. Effet de seuil, effet de masse, effet symbolique. Et donc là, on est plutôt dans la catégorie de l'effet symbolique. C'est bon, je continue. Justement, comme ça, mais vous l'avez déjà évoqué, donc le 85 rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Donc la réhabilitation d'un ancien garage pour en faire 75 logements. Donc je vais vous laisser présenter le projet. Benoît Paru. Alors, je le prends au début, ensuite je passe la parole à Benoît. Donc là, c'est un contexte très différent. Un ancien parking Renault, situé en face du parc de la Villette. Donc vous voyez en haut à gauche la halle de la Villette, la grande halle de la Villette. Et donc cet ancien garage, qui était un garage, un parking silo, devait devenir la Fourrière de Paris, et puis est vendu et est racheté par Paris Habitat. C'est important de se refaire quand même la toute petite histoire. Et nous, on répond pour un concours public pour faire 150 logements, 75 en accession et 75 en social pour Paris Habitat. On répond en disant et si on gardait une partie du bâtiment ? Il y a une question qui est posée par un de nos confrères, est-ce qu'on peut conserver? La réponse de Paris Habitat à l'écrit est non, vous devez démolir. Nous on dit on tente quand même de le conserver partiellement, soit on est dernier, soit on est premier. Il se trouve qu'on fait cette proposition et qu'on gagne ce concours en démontrant la quantité de matière qu'on va éviter de mettre en décharge. Donc c'est plus de 7000 tonnes de déchets qui sont évités, et en montrant que c'est des nuisances en moins, c'est des camions en moins. Un 30 tonnes, ça fait 700 camions de 30 tonnes à peu près. Non, ça doit pas être 200, pardon. 200 camions de 30 tonnes, vous voyez les gros camions. Et par ailleurs, conservant la structure du parking, si on l'avait démoli, on aurait dû se conformer aux règles urbaines et donc au gabarit, alors que là, vu que c'est un bâtiment existant, on peut conserver la surface de plancher. Donc là, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des inconvénients à la conservation technique, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et donc, par rapport à ça, on décide de conserver cet élément-là, de venir créer, c'est un bâtiment qui est assez large, qui est trop large pour faire du logement, de faire une faille centrale qui va permettre de desservir par coursive les différents logements, d'avoir les cuisines ou les salles de bain qui donnent sur cette faille centrale. Donc on n'est pas sur du traversant, mais en tout cas on a la possibilité d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un effet Venturi, parce que cette faille centrale n'a pas de toiture, et donc il y a un effet comme ça de rafraîchissement. Et on l'a vu pendant les épisodes caniculaires, on a une performance géométrique, parce que l'intelligence thermique, c'est de la géométrie, hein, c'est pas des moteurs, qui nous permet d'avoir une très grande qualité d'usage. Et parallèlement, vu qu'on a des très grands plateaux, on a 100% des logements, c'était juste avant le Covid, qui ont une terrasse extérieure. Donc on voit aussi que si on n'avait pas conservé ce bâtiment-là, je suis à 100% sûr qu'il n'y aurait pas eu autant de bureaux, le balcon, et qu'il n'y aurait pas eu ces qualités d'usage. Donc ça, c'est une sacrée aventure. On va jusqu'en APD avec Paris Habitat, et puis ensuite, il y a un concours de promoteurs que Emerige remporte pour construire et développer ce projet-là. Et donc là, ça a été un moment un peu particulier, parce que je peux me mettre dans la confidence, c'est que d'abord, les équipes qui arrivent disent « mais vous êtes sûr qu'il faut le garder, ça va coûter plus cher, on ne va pas y arriver, etc. » Donc là, il y a eu tout un tas de... Ça, c'est encore un coup des développeurs. Alors c'est peut-être un coup à différents endroits, mais je le dis parce qu'au final on a réussi, donc c'est pour aussi rendre hommage à ceux qui ont cru, mais à la direction technique aussi, qui tout d'un coup s'est dit mais regardons-le en détail, et petit à petit, déjà vous avez vu que vous n'aviez pas trop le choix, parce qu'on avait été vendu avec le PC, avec le projet, mais que par ailleurs il y avait peut-être une opération intéressante à faire, et c'est un peu l'aventure qui nous a occupés pendant ce temps-là. Donc ce projet a été livré il y a 1 an et demi, il est entièrement habité, on a un bâtiment un peu particulier. Moi je ne peux pas dire que j'aime ce résultat, si on avait fait un bâtiment neuf on ne l'aurait peut-être pas fait comme ça, mais en tout cas il a une force de sa préexistence et du fait qu'il était déjà là, et donc c'est ça aussi qui va nous engager. Et un moment très émouvant, c'est cette image-là, où quand on était au moment de la déconstruction, on a dû aussi, vu que les hauteurs sous plafond n'étaient pas suffisantes, on a dû déplacer des dalles, donc de faire 2 niveaux dans 3. Donc ça a été un projet très ouvrageux, très complexe techniquement, mais réaliste. Et donc quand on était face à cette structure en béton
on aurait pu penser que c'était le début d'un bâtiment neuf, et en fait c'était le milieu d'un bâtiment qu'on avait déconstruit et qu'on allait reconstruire. Tout ça en faisant aussi une façade ossature bois, parce qu'on avait aussi un enjeu bas carbone très important, et donc on est venu glisser comme ça des manteaux en façade ossature bois entre dalles qui font toute la façade du bâtiment jusqu'à son bardage, et là vous avez une vue sur la vue intérieure. Un petit mot sur l'enjeu pleine terre, biodiversité, je le passe rapidement. Oui, on voulait insister sur le fait que dans ce projet-là, on a aussi obtenu un label biodiversité, donc avec notamment beaucoup de pleine terre et une toiture végétalisée. Donc c'est là encore pour montrer qu'on essaye dans un certain nombre de projets d'avoir l'ensemble des 3 axes que j'ai évoqués tout à l'heure, sur le réemploi, sur la biodiversité et sur évidemment le carbone. Et ça, c'est important, c'est de dire, en fait, il ne faut pas se dire, ah ben ce projet-là, je vais mettre avant le réemploi et puis j'oublie le reste. En fait, la marche qu'on doit franchir collectivement, dans tous les domaines, et nous on est dans le monde de la construction, mais si on était dans l'agriculture, on aurait les mêmes défis, c'est vraiment de faire le maximum à toutes les étapes, à tout moment. Donc ça, nous, on passe beaucoup d'énergie à essayer de partager ça. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, il faut déjà qu'on partage le constat et qu'on partage le fait qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est le défi de notre génération. Si on était à la fin du 19e, le défi, c'était de construire un bâtiment de 300 mètres de haut en métal. Mais aujourd'hui, c'est plus celui-là. Donc, on pense vraiment que d'être à chaque endroit, dans chacune des échelles, est très important. Et on arrive au 3e projet, que je vous laisse introduire. Les usines Babcock à la Courneuve, qui est donc la réhabilitation d'une friche industrielle pour en faire à la fois des éléments culturels mais également du logement. Donc je vais vous laisser présenter ce projet donc, qui mixe 2 thématiques complètement différentes. Alors là, on est dans la 3e opération qu'on souhaitait vous présenter. Cette 3e opération Babcock, c'est une reconversion industrielle. On est situé juste à côté, je ne sais pas si vous le voyez pour certains, du nouveau bâtiment de la Banque de France. Donc on est juste en face et donc nous avons ces usines industrielles avec des halles absolument superbes et on a un projet qui est d'une volumétrie légèrement plus petite que Morland, mais enfin on est quand même à 30 000 m², 28 pour être précis, avec là encore une idée qui est assez similaire finalement à celle que nous avons sur Morland, qui est de dire dans le modèle économique d'ensemble, si on arrive à conserver, transformer en ayant une partie de construction neuve, on a effectivement de la conservation, de la réhabilitation, mais on arrive à aller chercher des modèles économiques qui sont évidemment plus pertinents. Et donc là, on va avoir une programmation avec de la mixité évidemment d'usage comme évoqué tout à l'heure, moindre là encore que sur Morland, mais quelque chose de peut-être plus thématique, avec une reconversion des halles principalement sur une dominante culturelle, avec une série de choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, 250 logements, dont 75 sociaux. Donc on va avoir galerie d'art, école d'art, coworking, paddle, restauration, cinéma, bref, une programmation très centrée culture dans les halles. Et puis derrière les halles, la construction, je l'ai évoqué à l'instant, de 250 logements. Nicolas ? Tout à fait. Et donc donc ne croyez pas qu'on ne fait que travailler qu'avec eux. Hein, là, on a montré tous les projets. Là, on a monté tous nos projets ensemble. Exactement, il n'y en a pas d'autres. Mais il se trouve que les 3, en tout cas, sont intéressants parce qu'ils sont chaque fois à des échelles distinctes, mais reliés. Et chaque fois, la question du réemploi nous suit. Sur Jaurès Petit, on pourrait dire que c'est le réemploi de la structure béton. Et là, dans ce projet-là, donc c'est l'échelle d'un site à 4 hectares. C'est un attachement très fort aussi de la Courneuve, où même le maire actuel de la Courneuve a été un employé des usines Babcock. C'était vraiment le plus gros employeur de la commune. Donc, c'est pas que des mètres carrés qui existent, c'est aussi des histoires, c'est aussi un attachement. Ça, c'est très important aussi quand on travaille sur le réemploi de matériaux, mais aussi de bâtiments, c'est qu'on transporte aussi l'attachement qu'ont les citoyens, les habitants à ces lieux-là. Et donc là, l'équilibre est assez complexe, hein, d'un côté conserver ces halles et les transformer lourdement, et de l'autre côté construire des logements. Et donc c'est vraiment à l'échelle de l'îlot qu'on accompagne Emerige dans ce projet-là. Là aussi, en veillant nous, en tant que concepteurs, à 2 choses. La première, c'est la frugalité de la transformation, à la fois pour un enjeu de bilan économique, mais aussi pour un enjeu d'écologie. En fait, nous, faire des projets les moins chers possibles, c'est à notre avantage. Alors, c'est juste pas à notre avantage du calcul de rémunération, qu'il va falloir vraiment déconnecter du montant de travaux, parce qu'il y a une absurdité à faire que plus je dépense de matière, plus je pollue, plus je suis payé. Donc ça, il faut vraiment s'attaquer à ce sujet-là. Chaque fois, j'en parle, mais on n'arrive pas trop à le faire bouger. Et au contraire, il faudrait que moins je consomme de matière, plus je sois payé, parce que j'ai dû plus travailler.
Sinon, c'est très facile d'appuyer sur des boutons et de commander les matériaux comme ça. Mais bon, ça c'est... Je referme la parenthèse. En tout cas, on essaie de transformer ces halles-là avec un programme qui évolue. Il y a Arthur Toscani-Plantier qui est là. Je crois qu'on est les seuls, Arthur et moi, à être sur ce projet depuis le début, parce que c'est un projet un peu au long cours, parce qu'il pousse beaucoup de limites et il est assez complexe. Donc il y a tout un tas de preneurs qui viennent, puis qui repartent, un cinéma, etc. Donc là, on travaille là-dessus. Et plein de communes demandent à ce qu'il y ait un PC total. Là aussi, ça a été assez fort de la part de la puissance publique, je trouve, de dire on ne va pas d'un côté faire ce qui rapporte de l'argent, entre guillemets, les logements, et puis les halles, vous verrez si vous y arrivez. Donc ils exigent à Emerige et à la compagnie de Strasbourg d'avoir un PC unique. Et donc nous, on conçoit ce PC unique et on s'assure aussi que les logements vont avoir une relation satisfaisante. On crée une place qu'on appelle la place Babcock. On crée un passage que vous voyez au milieu des halles pour avoir comme ça, un peu comme les passages parisiens, avoir un espace couvert qui permet de cheminer le long de ces halles qui sont toutes mitoyennes. Et là, je vais passer la parole à Morgane Moinet. On se dit aussi, mais voilà, à l'emplacement où on va faire les bâtiments neufs, il y avait d'autres halles qui, pour différentes raisons, ne pouvaient pas être conservées, soit parce qu'elles étaient en mauvais état, soit parce que dans l'opération globale, il fallait trouver la place pour 250 logements. Et là, on propose à Emerige, qui accepte, et on se dit, on va se remonter les manches, on va y arriver, de réemployer les briques des bâtiments existants dans la construction des bâtiments neufs. Et donc là, c'est Morgane qui va nous présenter cette partie-là. Vous m'entendez aussi? C'est effectivement très perturbant. Donc Nicolas racontait tout à l'heure comment Encore Heureux s'est mis au réemploi. Et puis presque un certain nombre d'années après, en 2019, on décide de créer un bureau d'études dédié au sujet du réemploi pour adresser cette compétence qu'on a acquis dans le temps à d'autres maîtrises d'ouvrage que les maîtrises d'ouvrage qui travaillaient prioritairement avec Encore Heureux. Donc ça, c'est la question sur un projet comme ça, c'est peut-être de se dire dans la question de la matière et le réemploi, on connaît un certain nombre d'approches. On entend beaucoup parler des plateformes, mais la priorité, c'est d'abord de s'intéresser à ce qui se trouve sur le site. Et la priorité sur ce projet-là, ça a été de réfléchir aux possibilités de réemployer in situ des matériaux avec un matériau qui est prédominant dans les bâtiments existants, qui est la brique. Et une volonté forte rapidement de faire de la brique un élément marquant du projet. Et donc on accompagne le cureur, enfin, d'abord on rédige les marchés, puis on accompagne le cureur dans le démontage de ces matériaux avec des quantités importantes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir à peu près... alors, il y avait un objectif initial, puis au fur et à mesure des contraintes du chantier, l'objectif évolue, mais on aura à peu près 50% des briques remis en œuvre dans le nouveau projet qui seront issus du démontage sur site. Donc c'est environ 70 000 briques qui sont déjà démontées, qui sont en cours de caractérisation. Et j'en viens là au rôle du bureau d'études réemploi, qui est finalement de faire jouer un concert commun, alors déjà aux architectes et aux autres bureaux d'études, et d'accompagner cette conception avec des matériaux de réemploi et la mise en œuvre de ces sujets-là. Avec des acteurs clés qui sont les bureaux de contrôle, les assureurs, qui se posent un ensemble de questions, et notamment qui nous demandent un certain nombre d'informations sur les caractéristiques techniques des matériaux. Une grosse partie des études sur ce projet-là, c'est de démontrer la capacité de ces briques à être utilisées dans les nouveaux ouvrages pour fabriquer ces parements de façade des 3 premiers niveaux des 250 logements. Alors, les briques, c'est un matériau. On travaille aussi sur des sujets de tuiles, de cornières métalliques pour faire des garde-corps et ainsi de suite. Et juste avant peut-être de finir sur l'actualité de ce samedi, ce qui est important aussi sur cet enjeu de réemploi, c'est de considérer que la réglementation évolue, les acteurs eux-mêmes évoluent, parce que, comme disait Morgane, des plateformes commencent à se structurer. Nous, réellement, on pensait après 2014 que ça irait beaucoup plus vite. Donc moi, je veux bien partager avec vous ce sentiment où on a le sentiment que dans la conscience, ça a augmenté, mais que dans les faits et dans les actions, si vous regardez réellement vos opérations et les volumes, même sur Babcock, on est très content de réussir à ce défi de réemployer de la brique. On n'est pas quand même en train de faire un satellite pour aller sur la Lune. Hein. On prend une brique, on la dépose, on la remonte. Donc il faut aussi se détendre 2 secondes. C'est compliqué et je ne mets pas en cause de Remix. Oui, c'est compliqué, mais il faut se dire que c'est quand même assez simple. Et que surtout, on a fait ça depuis 2000 ans. Donc c'est plutôt qu'il faut retrouver ce bon sens. Nous, on pense qu'on a perdu, pour tout un tas de raisons, le bon sens constructif. Mais dans nos opérations, même dans les projets que nous portons qui ne sont pas avec Emerige, on voit la difficulté. Aujourd'hui, on arrive à faire du 2, 3, 4, 5%, 10% hors
fort démonstrateur. Donc si vous voulez, la marge de progression, la marge de manœuvre, là sur Babcock, il y avait des halles métalliques, on aurait pu réemployer cette matière, c'était pas très compliqué, sauf qu'il n'y avait pas le timing, il y avait pas... Donc je trouve qu'être aussi sur ce salon-là, c'est aussi considérer que où que vous soyez donneur d'ordre, que vous soyez entreprise, on est obligé de se mettre ensemble. Et ça ne peut pas être les architectes qui affichent leur drapeau en disant on veut s'engager pour un monde vivable pour nos enfants. Ça ne peut pas être que les maîtres d'ouvrage qui disent ah ben oui, moi dans mon rapport RSE, si je mets le réemploi, ça va me donner des points. Il y a vraiment un enjeu que collectivement... On le fait aussi parce qu'on y croit, hein, pas simplement pour Non, le rapport. mais je ne le dis pas vis-à-vis de vous. Hein. Mais je le dis parce que... Non, et d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est qu'on a eu aussi d'autres projets type Réinventer Paris où tout ça a été bien affiché, annoncé quand il a fallu convaincre les élus et gagner. Mais une fois qu'on a gagné, ben là, on oublie un peu tout. On dit ah non, c'est... Non, je ne parle pas de vous, mais vous devez peut-être avoir en tête des opérations qui n'ont pas vraiment tenu leurs promesses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un moment où c'est très important d'aligner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Après, c'est peut-être des fois, il faut voir un peu à la baisse ce qu'on dit pour vraiment être aligné. Sinon, c'est trop dur. C'est trop dur pour nos équipes, c'est trop dur pour l'ensemble des parties prenantes, pour la confiance aussi que nous portent les personnes qui nous commandent ces projets-là. Donc voilà, c'était pour recontextualiser. On pense qu'on est vraiment au début et moi je voudrais vraiment essayer de vous partager ce sentiment qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et que nous on ne pourra pas y aller tout seul. Ni Benoît, ni Morgane, ni moi, même si on dit on y va, c'est vraiment quelque chose de collectif. Donc c'est passionnant et c'est encore une fois le défi de notre génération. Et voilà, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Un mot peut-être avant les échanges, non pas pour résumer ce qu'on vient de se dire, mais vraiment pour insister sur cette idée que les transformations que l'on va vivre dans les années qui viennent seront évidemment, et c'est une banalité que je le dis, absolument dantesques, énormes, inimaginables. Et ce n'est pas un secteur, le nôtre, qui est habitué à ces transformations-là. Je vais faire un propos très caricatural, mais si vous comparez la façon dont on fabriquait une bagnole dans les années 50 et aujourd'hui, et la façon dont on fabrique de l'immobilier à la fin des années 50 et aujourd'hui, vous voyez un secteur qui a profondément évolué et un autre qui a évidemment bougé et évolué, mais enfin, qui est quand même pas si loin de ce que l'on faisait. Et là, on va devoir avoir une transformation industrielle liée au phénomène qu'on évoquait tout à l'heure, notamment le changement climatique et de préservation d'un certain nombre de ressources qui sont absolument dantesques. Donc voilà, on a des enjeux qui sont passionnants à vivre les uns et les autres. Un peu de pub, si vous le voulez bien, non pas pour vous proposer d'acheter des logements à la Courneuve, mais n'hésitez pas quand même, mais pour vous indiquer que ce qui va aussi faire, qui existe un peu maintenant, ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, qui existe de plus en plus, la ville de Paris a fait une charte en la matière, a poussé un certain nombre d'acteurs à s'y engager, là on le fait sur la Courneuve, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. Comment est-ce qu'on va utiliser les temps vides de foncier disponible pour en faire quelque chose. Quand vous avez un foncier disponible, parce que les projets sont très longs et que cette disponibilité foncière, elle dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, on gaspille un CDD, quelque part, de ressources foncières. Et donc, il faut qu'on arrive à imaginer des usages transitoires. Certains, c'est une seule journée, même si ce n'est pas la seule journée que nous aurons fait sur Babcock, il y en a déjà eu d'autres. Mais il va falloir qu'on imagine de plus en plus comment ce temps de disponibilité d'un foncier avant un autre usage, on l'utilise également. Là, on fait une opération ce samedi de midi à minuit, et évidemment dans la thématique qui est celle de la culture qu'on a envisagée pour la suite de ce programme. Et donc, on a une programmation avec un parcours de street art, des conférences, des concerts, des spectacles, bref, une journée complète pour vous permettre de découvrir le site et là encore de vivre cet urbanisme transitoire au travers de la culture. Eh bien, on va passer à la dernière partie, donc la partie des échanges, questions-réponses. Donc, si quelqu'un a une question dans l'assistance, qu'il n'hésite pas. Ah, c'est mieux. Bonjour à tous. La question de la massification, elle est centrale dans le réemploi. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur notamment Babcock que les 70 000 briques qui avaient été déposées par les ouvriers du site avaient été nettoyées à la main. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes auxquelles, ma question s'adresse plutôt à Morgane, quelles sont aujourd'hui les contraintes que vous rencontrez pour massifier la filière du réemploi?
Je sais qu'il y a par exemple sur la nettoyage des briques, il y a une machine qui est en cours de développement, mais c'est assez, on est dans une distorsion entre ceux qui veulent s'engager, ceux qui dans le réemploi, côté maîtrise d'ouvrage, et puis la capacité à faire. Première question, c'est plutôt quelles sont les évolutions technologiques optimistes qu'on peut avoir dans les mois ou dans les années qui viennent. Et la deuxième, c'est la question du gisement en France, de tous ces matériaux. On sait qu'il y a des briques qui sont disponibles en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Mais que ça, évidemment, ça demande, c'est des coûts environnementaux de transport, etc. Bref, comment on fait aujourd'hui, à côté des initiatives comme le booster du réemploi, par exemple, dont Emerige est partenaire, comment aujourd'hui on aligne toutes les planètes pour que le réemploi réponde aux grands enjeux qui ont été posés dans cette conférence? Alors déjà, la question du changement d'échelle, c'est plutôt une question de à quelle vitesse le marché apprend à faire. Et en fait, c'est un apprentissage. On a eu une première période, je dirais ces 10 dernières années, où de nombreux acteurs se sont placés comme des généralistes en voulant apprendre à démonter, à commercialiser tout type de matériaux. Et c'était une bonne chose pour activer la pratique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la période où il commence à se développer des spécialistes. C'est-à-dire des gens qui se disent, moi, il y a un matériau, je pense que je peux le démonter, le reconditionner, être très bon, peut-être amener des garanties normatives, réglementaires, et je vais être capable de faire du volume, donc de massifier. C'est ce qu'on observe en ce moment avec les faux planchers techniques, par exemple. Dans le domaine de l'électricité, il commence à y avoir des sujets. Et dans la brique, ce n'est pas encore le cas. Pas tout à fait. Pourtant, on a des très bons modèles, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, comme vous le disiez. Et puis, il commence à y avoir des solutions de mécanisation, notamment une machine développée au Québec. Et en fait, la raison pour laquelle on ne l'utilise pas, c'est qu'il n'y a encore aucune entreprise qui s'est dit, tiens, je vais l'acheter, et puis je vais sortir de la brique en quantité importante et l'adresser au marché. Donc c'est vraiment, je pense qu'on est en train d'apprendre à marcher, et que le bébé, c'est pas encore tout à fait bien marché sur tous les sujets. Mais si je peux compléter, l'amorce vient de la commande. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a des petits marchés d'opportunités où des gens qui se disent « Ah, moi j'y crois ». On a rencontré des serruriers qui se disent « Avec des cornières, on pourrait faire des garde-corps ». Bon, mais c'est génial, on aurait pu faire quasiment tous les garde-corps. Alors après, il faut que la commercialisation dise « Oui, ça me va, c'est pas la charte du garde-corps un tel ou un tel ». Et il va falloir aussi que les mentalités évoluent parce que nous, on est très attachés à l'histoire des matériaux. On pense qu'un matériau qui a déjà vécu a une histoire beaucoup plus forte comme matériau neuf qui arrive parfois de l'autre bout de la planète, parce que c'est conserver son histoire. Mais l'enjeu vraiment, c'est de trouver cette commande qui fait que le marché se lance, et donc la massification passe aussi, c'est un peu pour faire effet miroir, à la fois par l'évolution des techniciens, mais aussi par la sécurisation d'un marché, dans laquelle les acteurs publics et les acteurs privés doivent jouer un rôle. Je pense que c'est très important de rebasculer ça, parce que des entreprises sont prêtes quasiment à tout faire. Il faut juste qu'on leur achète au bon prix, qu'on leur dise pas « Ah, tu me fais du réemploi comme si tu allais acheter la plateforme ». Ça, c'est pas possible. On travaille aussi, nous, avec les industriels. Saint-Gobain, notamment, on les a rencontrés il y a 10 ans en leur disant « Mais vous avez la plateforme, le point P, mais c'est génial, il faut faire le point R, le point réemploi ». Ils nous avaient dit « Ah non, ça marchera jamais, c'est pas notre business model ». Aujourd'hui, les générations ont changé, les personnes qui disaient ça sont un peu parties, il y a des jeunes aussi qui arrivent, et ça tient aussi sur les personnes. Et ça, je pense que c'est important de se le dire. Tous les projets qu'on a réussi à monter sous cet angle-là, c'est parce que côté maîtrise d'ouvrage, il y avait des gens convaincus qui, des fois, ne l'étaient pas forcément au début, mais en tout cas, on s'est apprivoisé, on a appris à l'être. Et si on n'a pas ces personnes-là, ça ne se fait pas. Donc la massification, ça passe aussi par collectivement en avoir conscience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, donc Madi Loutia de Raisin Summer. Ma question porte principalement sur le volet, on va dire, assurance et réemploi. Okay. Est-ce qu'on a déjà rencontré des cas où, durant ces projets, où l'assureur, par exemple, ne pouvait pas certifier un certain produit qui est issu du réemploi pour pouvoir l'utiliser dans ses opérations? Parce que j'en ai déjà rencontré avec quelques portes coupe-feu sur quelques projets. Voilà. Est-ce que cette utilisation de briques et tout, est-ce que ça a déjà rencontré ce genre de problématique? Alors, en fait, l'assureur, il a besoin de données pour accepter de prendre un risque ou pas. L'assureur, il assure sur la base de la probabilité de l'occurrence d'un risque. Ces données-là, c'est des données techniques de caractérisation du matériau. Et donc, le job des bureaux d'études comme le nôtre, et de plus en plus, probablement, ça va devenir un métier à part entière qui sera un métier de qualificateur, c'est de produire des données sur les caractéristiques techniques des matériaux concernés pour permettre d'abord au bureau de contrôle de donner un avis sur la mise en œuvre, puis
à l'assureur d'accepter ou non de couvrir le risque, éventuellement contre une surprime. Nous, notre approche aujourd'hui, c'est de dire le plus important, c'est d'assurer la bonne information de l'ensemble des acteurs, de la maîtrise d'ouvrage, de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, des entreprises et de leurs assureurs respectifs. Donc on produit les données nécessaires pour permettre à tous ces acteurs-là d'être informés sur le risque qu'ils prennent. Ils doivent être conscients de leurs obligations d'assurance, c'est évident, et pouvoir informer leurs assureurs sur ce qui va être mis en œuvre, comment, et que l'assureur puisse se prononcer. Aujourd'hui, on n'a aucune opération où on a eu ni refus d'assurance de la part des assureurs, ils sont bien contents de prendre des primes en fait, ni de refus de principe de mettre en œuvre un matériau donné parce que le risque serait trop important. Et juste, c'est important aussi de montrer que la loi n'est jamais en avance sur la société. Il n'y a pas de loi prédictive. Donc c'est que parce qu'on va faire, on avait fait en 2015 un petit projet qui s'appelait le pavillon circulaire. C'était pour la COP 21, c'était sur le parvis de l'hôtel de ville. Et on l'avait construit avec des portes palières d'un immeuble de Paris Habitat du 19e arrondissement. Et donc là, on était dans la réglementation, parce que c'était un ERP qui avait été certifié par un bureau de contrôle, BTP Consultant, qui nous avait dit, mais nous, on n'est pas des gras de papier à mettre des croix dans des cases, on est des ingénieurs, on a fait 5 ans d'études, donc on est capable d'analyser si du bois de réemploi peut être utilisé ou pas. Donc c'est intéressant aussi de voir que c'est l'ensemble aussi de ces métiers qui doivent s'engager, mais si on veut que la loi avance et que le contexte évolue, il faut aussi que chaque fois on soit à la limite de cette possibilité. Et une chose aussi qu'on expliquait déjà en 2014, c'était, on parle beaucoup de la norme comme d'une contrainte, et en fait, il faut regarder la part réglementaire de la norme, de la part qui vous est imposée contractuellement. Et la part réglementaire, elle porte principalement sur les sujets feu et accessibilité, et c'est 1% de la norme. Ce qui veut dire que 80% de la norme, c'est des sujets que vous pouvez négocier ou dans vos contrats d'assurance ou dans vos contrats de maîtrise d'œuvre. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on pourrait considérer comme une contrainte est en fait un grand champ de liberté. Bonjour. Agathe Pellas, communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On a parlé beaucoup de réemploi in situ. Nous, sur les opérations, on constate que souvent, c'est plus pertinent économiquement de faire du réemploi ex situ. Est-ce que vous, c'est vraiment quelque chose, une conviction forte de pousser plus le réemploi in situ, ou je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport aux deux? C'est une réponse qui... Nous, on a une réponse qui est à chaque fois une stratégie propre à chaque opération. On priorise le réemploi in situ parce que si on a besoin de briques sur un site et qu'on en a, il n'y a aucune raison d'aller en chercher ailleurs, de la transporter et ainsi de suite, et en plus quand on a des capacités de stockage. Donc c'est une priorité un peu de bon sens, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va fermer la porte à toutes les autres possibilités. Et effectivement, on travaille beaucoup sur les solutions de réemploi rapportées, sur un ensemble, enfin sur toutes nos opérations, mais on essaye d'appliquer un système un peu hiérarchique, de dire d'abord on va faire avec ce qui est là, puis on va regarder ce qu'il y a autour dans un périmètre très proche, d'abord peut-être au sein du parc de la même maîtrise d'ouvrage, puis sur les opérations connexes, et ainsi de suite. Donc on s'éloigne petit à petit, voilà. Et on travaille aussi sur le réemploi ex situ, qui est de revendre ou de donner éventuellement des matériaux quand l'opération n'en a pas l'usage. Et encore une fois, c'est passé d'une économie du flux à une économie du stock. Et on est assez convaincu que dans quelques années, même les bâtiments, il y aura le prix de leur charge foncière, mais il y aura aussi le prix des matériaux qu'ils constituent comme étant un stock de matière. Donc on n'y est pas encore, hein, mais aujourd'hui on regarde que les mètres carrés, puis voilà. Mais on pense que 500 mètres carrés avec tel bâtiment dessus ou 500 mètres carrés avec tel autre, on n'aura pas le même prix parce qu'on imaginera que c'est aussi un stock de matière. Mais donc ce changement-là, il est difficile. Sur les opérations, on a des contraintes de planning où le moment où on dépose, on ne sait pas où le mettre. Nous, sur plusieurs projets, on avait tout stocké, tout conservé, on s'est tout fait voler parce que la question du gardiennage, par exemple, n'était pas identifiée. Donc on avait déposé des dizaines de fenêtres super bien, proprement, etc. Et puis en fait, ça avait été mal stocké, ça a disparu. Ça a été réemployé, mais hors marché, on va dire. Donc c'est pas jeté, ça c'est bien. Nous, le but vraiment, on se le redit, c'est vider les bennes de nos chantiers, vider les bennes des chantiers de déconstruction, arrêter la démolition. On est très engagé aussi sur la tour INSEE à Malakoff, notamment pour éviter ce massacre de 30 000 m² d'un bâtiment qui existe, qu'on va démolir, enfin que l'État veut démolir pour reconstruire 29 000 m² de bureaux. Donc si vous voulez soutenir l'association INSEE Malakoff, on vous y engage. Voilà, c'est des petits endroits comme ça. Deuxième coup de pub de la journée. Voilà, c'est pas pour nous, mais c'est pour... voilà. Est-ce qu'il nous reste encore 10 minutes, je crois. Bonjour, Paul Guinet, foncière immobilière Frais. Ah, vous n'avez pas le micro.
Donc Paul Guinet, foncière immobilière Fray, vous parlez de gestion des stocks et de l'importance de la mise en relation entre les opérations de déconstruction et de construction-réhabilitation. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez connaissance de plateformes ou de bases de données qui permettent de centraliser justement tous ces flux de matériaux susceptibles d'être réemployés? Alors il y a des initiatives privées, des plateformes type CycleUp, Acacia pour les nommer. Je répète parce que vous n'aviez pas votre casque. Il y a des initiatives privées de plateformes numériques qui font de la vente de matériaux. Et là, c'est encore anecdotique en volume. Et là, il y a peut-être une piste prometteuse qui pourrait faire changer la donne. C'est que l'évolution du cadre réglementaire du diagnostic déchets, qui devient produit, équipement, matériaux, déchets, rend obligatoire l'inscription de vos données de permis de démolir, enfin notamment la liste des matériaux, sur une plateforme développée par le CSTB. Et donc il y a une plateforme qui va réunir toutes ces informations pour l'ensemble des permis de démolir, enfin, de construire et démolir, de plus de 1000 m² sur l'ensemble du territoire national. J'ai pas beaucoup d'infos encore sur la nature de la publicité de ces ressources, mais l'objectif, c'est bien de les rendre publics. Et là, on a un changement clair d'échelle. Et ce qui est passionnant aussi, on est vraiment à fond en réemploi, mais chaque fois, c'est que dans réemploi, il y a emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un bâtiment se faire désosser ailleurs, en Europe de l'Est ou ailleurs. Donc, c'est aussi des emplois territoriaux, c'est-à-dire que localisés. Donc, on observe aussi avec Morgane que chaque région est en train de s'organiser, parce qu'il n'y a aucun intérêt, nous, d'aller chercher des briques à Bayonne pour les poser à La Courneuve. Et donc, c'est aussi intéressant de relocaliser. On est aussi une période où l'architecture, pendant très très longtemps, était liée à son territoire. Pendant 70 ans, 80 ans ou 150 ans, ça dépend comment on compte, on a oublié ça et on s'est dit que je sois à Dunkerque ou à Cannes, je fais le même bâtiment, le même garde-corps, le même détail. On sait que c'est pas possible, que c'est aussi absurde parce que c'est pas les mêmes climats et que c'est pas souhaitable en termes de déplacement. Donc relocaliser aussi la construction, ça veut dire que c'est aussi passionnant parce que le gisement est lié aux bâtiments qui sont autour de vous. Et vu que souvent les bâtiments ont été faits dans les mêmes périodes avec les mêmes matériaux, une fois que vous avez critériser un élément, à La Courneuve, par exemple, à Babcock, on a d'autres bâtiments construits à la même époque. Donc tout le travail qu'on fait avec Emerige, si demain il y a une autre halle industrielle qui va être transformée, ben, le dossier sera déjà prêt. Donc vous voyez, il y a un effet comme ça, boule de neige. Alors on ne le voit pas vraiment encore l'effet, mais c'est un peu ce qui nous habite en se disant, tout ce qu'on fait, on s'y épuise, on y passe quand même beaucoup de temps, c'est peut-être pas que pour ça. De quoi? Ça démarre, voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres... sur d'autres sujets que le réemploi peut-être? C'est très, très focus. Merci. Bonjour Jasmine Vasquez, REI Habitat. Bonjour Jasmine Vasquez, REI Habitat. Je me demandais un peu si vous pouvez approfondir sur l'équilibre financier de l'opération, notamment sur l'équilibre financier de l'opération, notamment par rapport au surcoût de la réhabilitation et du remploi. Merci. L'équilibre économique d'une opération, vous êtes chez REI si j'ai bien compris, donc vous connaissez ça par cœur comme nous. L'équilibre économique d'une opération, c'est tellement multifactoriel que c'est très compliqué de vous répondre. Si on fait du macroéconomique, on sait que en général, une opération de réhabilitation, elle a un surcoût et elle a des surprises. Et donc il faut provisionner la surprise. Le neuf, on a aujourd'hui globalement une capacité d'analyse des coûts d'une opération en neuf. On va se planter peut-être de 1%. Puis quand on va avoir une explosion des coûts des matériaux comme il y a 2 ans, on va se prendre évidemment une actualisation qui va être beaucoup plus forte, mais on maîtrise. Aujourd'hui, la problématique que nous avons sur la réhab, je ne parle pas spécifiquement du remploi, mais sur la réhab de façon globale, c'est on sait qu'on part avec un surcoût, qu'on quantifie dans l'opération. Et deuxième élément, on a un taux d'incertitude qui fait que nous, chez Emerige, quand on est en réhab, on ne met pas le même pourcentage sur les imprévus en neuf qu'en réhabilitation. On a un taux qui est différent parce qu'on sait qu'en réhab, on aura des surprises. Et donc ces deux phénomènes-là, le surcoût initial plus l'incertitude, font des opérations où effectivement aujourd'hui, un promoteur lambda qui ne regarde que son bilan, il rase, il reconstruit. Et donc là, en l'occurrence, le promoteur lambda sur l'INSEE, je vais défendre l'État, c'est l'État qui dit grosso modo, je veux pas de problème, je veux pas d'incertitude, je rase, je reconstruis le bâtiment de l'INSEE à Malakoff et je sais où je vais. Parce que je maîtrise mon coût.
Et donc on va avoir sur toutes les opérations de réhabilitation qu'on va traiter les uns et les autres, toujours ce choix cornélien. On va avoir de plus en plus des documents d'urbanisme qui vont nous pousser dans une direction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un certain nombre d'incertitudes et on conservera malheureusement ces incertitudes. Autant on peut espérer que demain, les surcoûts initiaux vont pouvoir être gommés par des affaires industrielles, le fait qu'on va industrialiser des process. Par contre, l'incertitude, on va la garder. Il reste des questions? A priori, personne. Personne. Merci. Il n'y a que les autres qui applaudissent, merde, putain, allez-y. Vous vouliez rajouter quelque chose? C'était bon? Bon, bah très bien. Bah, merci à vous.